Bonjour à tous, je m'appelle Jocelyn Huet, je suis thérapeute holistique, donc j'accompagne des personnes au quotidien avec différents outils comme la kinésiologie, la bioénergie, le voice dialogue et d'autres outils encore qui me permettent d'accéder à une grille des lectures la plus large possible ainsi qu'avoir un champ d'action le plus large et le plus puissant et pertinent possible. Donc je suis ravi de partager ce moment avec vous dans le cadre du sommet de la conscience. Au passage, je remercie Anna Sandrea et puis toute l'équipe qui s'occupe d'organiser ce bel événement qui existe maintenant, je crois que c'est la 12e année. Donc bravo à eux, bravo à vous aussi qui regardez, bravo aussi à tous les intervenants qui nous proposent en fait le fruit de leur découverte, de leur compréhension et de leurs expériences, puisque ça nous permet à tous et à chacun en fait d'avoir une grille de lecture et une compréhension toujours plus large en fait de la complexité de la vie, de cette merveilleuse vie. Donc je suis ravi de passer cette heure avec vous. On va aborder le sujet de la place qui pour moi est tout à fait central. Donc effectivement je le rencontre beaucoup en cabinet, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, mais bien entendu hors du cabinet c'est aussi un sujet que j'expérimente moi-même dans le contexte de ma famille et puis dans le contexte avec mes amis et même dans la société, dans ma relation avec mes voisins, etc. etc. Donc vous voyez que la place c'est vraiment un point qui est tout à fait central. Et pour moi, c'est un axe absolument incontournable quand il est question de bien-être, de bien vivre, d'accéder à la joie, de vivre dans la joie, d'accéder au bonheur. Ça implique d'avoir des relations qui soient saines avec l'extérieur et donc tout commence par soi. Donc à prendre sa place, quel que soit l'endroit et le contexte dans lequel on se situe. Donc dans cette vidéo, on va essayer de comprendre ce que c'est que prendre sa place. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à prendre sa place, qu'on a du mal à prendre sa place. Et puis on va essayer de voir comment faire pour prendre sa place. Donc je vais vous livrer le fruit de mes expériences personnelles, le fruit des expériences on va dire vécu par les personnes qui me consultent et puis également par mes amis. Donc c'est vu par mon prisme, c'est partagé par des personnes de mon entourage proches et moins proches. Donc ce n'est absolument pas une vérité universelle. Voilà, donc c'est à vous de prendre les choses qui vous parlent et puis de laisser les choses qui ne vous parlent pas. À l'issue de cette, ou plutôt en complément de cette webconférence, je vous propose un atelier de 10 minutes ou un quart d'heure où je vous donnerai des clés pour travailler sur votre capacité à prendre votre place. Ce sera des petits exercices assez simples à mettre en place dans votre quotidien, également un état d'esprit dans lequel se placer pour prendre sa place et rayonner de l'être que l'on est, accepter qui on est, accepter de ressentir ce qu'on ressent, accepter voilà, de vivre les expériences qu'on a. Déjà l'acceptation, ça va être aussi un point qui est central, mais donc je vais vous amener des moyens de correction, c'est comme ça qu'on appelle ça en kinésiologie par exemple, pour vous aider justement à dépasser les limites que vous pourriez rencontrer actuellement. Comme je vous le disais, je suis thérapeute holistique, c'est-à-dire que je considère la personne sur beaucoup de plans, sur le plan physique, énergétique, émotionnel, mental et spirituel. Donc je regarde la façon dont la personne s'est développée dans sa vie, dans son contexte familial, à l'âge adulte, mais aussi comment c'était lorsqu'elle était enfant. On va considérer également les schémas transgénérationnels qui peuvent se dire au travers de chacun d'entre nous. Et puis je considère aussi également le plan des vies passées. C'est dans ce sens-là que j'appelle ça une approche holistique, puisque je fais en sorte de considérer un maximum de facteurs.
Bien entendu, je suis kinésiologue, donc je ne suis pas ostéopathe. Il y a bien entendu le travail de la manipulation que je ne fais pas. Ça, c'est un champ que je délègue. Mais au-delà de ça, je dirais que ce n'est pas ce qui me qualifie, mon métier. En quelques mots pour dire un petit peu mon parcours, je suis, je dirais, un être d'une curiosité à toute épreuve. Il y a énormément de choses qui me plaisent, qui me passionnent, que j'ai envie de découvrir. Donc je dirais que je suis une forme d'explorateur. Depuis que je suis très jeune, j'ai une forme d'hypersensibilité, on va dire. Je suis aussi très intuitif, c'est-à-dire que j'ai comme une forme de capacité à ressentir les choses et à percevoir ce que les choses ne disent pas et qu'elles ne voient pas forcément, c'est-à-dire des choses qui sont refoulées ou inconscientes, et on développera ce point un petit peu plus tard. J'ai également voyagé dans beaucoup de pays, j'ai vécu en Asie pendant plusieurs années et c'est là que je me suis vraiment initié au domaine de l'énergétique. Et puis il y a quelques années, je suis revenu en France pour suivre une voie qui pour moi était tout à fait évidente, c'était celle de l'accompagnement. Donc voilà, je suis un explorateur et un passionné des sciences de l'énergie, de l'invisible, de la physique quantique, de la psychologie, mais aussi de la médiumnité, des notions de multidimension, etc., etc. Donc c'est vraiment une sensibilité tout à fait holistique. Donc ce qui m'amène à titre personnel à vouloir parler de la place, c'est que justement pour moi, prendre sa place, c'est quelque chose qui a relevé du défi. Donc je ne dis pas que c'est quelque chose de complètement acquis aujourd'hui, mais il y a eu vraiment des grands pas de fait. Donc pour moi, ça a été difficile de prendre ma place pour plusieurs raisons. Alors on va dire que la première, c'est parce que je suis le 4e enfant d'une famille, d'une fratrie. Je suis le 4e, avec pas mal d'écart avec la 3e. Ce qui fait que c'est un petit peu comme si tous les rôles avaient été pris avant moi. Donc il y a quelque chose qui, dans la façon dont je me suis structuré, et c'est le cas pour toutes les personnes qui sont 4e ou même éventuellement 3e, lorsqu'il y a des plus grands, on a l'impression que les autres peuvent y arriver plus facilement que nous, ou alors on réussit quelque chose que nous, on n'a pas encore réussi à faire. Et puis il y a aussi effectivement tous ces profils que je développerai un petit peu plus tard dans cette vidéo, que j'appelle les préconditionnements, et qui viennent aussi colorer la façon dont on a une capacité à prendre sa place. Il y a aussi un point que je trouve tout à fait important et que je croise aussi énormément en cabinet, et qui vient jouer sur notre capacité à prendre notre place, à rayonner et à exprimer les choses. Eh bien, c'est un terme qui concerne vraiment beaucoup de monde, et c'est celui de l'abus. L'abus sexuel, c'est quelque chose que j'ai expérimenté, je dirais, quand j'étais enfant. Ça s'est passé en école primaire, et puis c'était un instituteur qui avait des comportements tout à fait déplacés envers la totalité des élèves de la classe. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup en cabinet. Alors, auprès des femmes, il y a un pourcentage absolument considérable de femmes qui ont vécu des abus sous différentes formes. Le scénario a pu être différent pour chacune des personnes, mais c'est quand même quelque chose qui vient, on va dire, gêner notre flamme et notre soleil intérieur à rayonner. C'est comme une intrusion qui a été faite, comme une violation qui a été faite de notre droit, de notre liberté, un manque de respect. Et il est vrai que c'est quelque chose qui a tendance à être un frein, je dirais, majeur pour pouvoir rayonner pleinement sa lumière et se sentir bien à sa place dans les différents contextes. Il y a un pôle qui est absolument considérable, c'est celui des préconditionnements. C'est-à-dire qu'on sait que nous avons une perception de notre réalité qui est filtrée par notre vécu, ce qu'on peut appeler des mémoires qui sont chargées émotionnellement.
mais il y a dans ces choses qui viennent colorer notre perception de la réalité, donc ces mémoires, dont on peut avoir des souvenirs ou dont on peut ne pas avoir de souvenirs. Et dans ce que j'appelle les préconditionnements, ce sont des mémoires pour lesquelles on n'a pas de souvenirs, puisque c'est une forme de... puisque c'est arrivé lorsqu'on était vraiment très très jeune. Donc c'est quelque chose qui a pu se produire en intra-utérin ou alors après la naissance, mais ça remonte à il y a tellement longtemps qu'on n'a pas forcément de souvenirs là-dessus. C'est vraiment très très rare. Donc les préconditionnements, alors il y en a plusieurs des préconditionnements. Je faisais référence plutôt dans cette vidéo à la place dans la fratrie. Alors la place dans la fratrie, vous savez, c'est ce qu'on appelle aussi le carré magique. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Le carré magique, c'est quelque chose qui a été posé en biopsychogénéalogie, qui en fait relate de la façon dont notre inconscient collectif s'est construit et s'est structuré à partir des mémoires, des modes de fonctionnement ancestraux. Donc je m'explique. En fait, le premier enfant de la famille, eh bien, c'est celui qui va créer la famille. En fait, le père et la mère sont un couple. Et lorsqu'il y a le premier enfant, eh bien, ils deviennent une famille. Donc dans la programmation de cet aîné de la famille, il y a comme le rôle pour mission de... Il a créé la famille. Donc si jamais les parents divorcent, on va dire dans sa structuration inconsciente, il y a comme une notion d'échec d'avoir maintenu la famille qu'il avait créée. Donc il peut même y avoir une part de responsabilité ou de culpabilité dont la personne peut ne pas avoir conscience qui est liée à ça. Le premier enfant de la famille, également, il est conditionné à, à être un garçon, puisqu'on sait que à une époque qui n'est pas encore très très lointaine, mais on sent que les paradigmes changent quand même, le premier enfant de la famille, c'était bien si c'était un garçon, puisque si c'était un garçon, il pouvait avoir les épaules pour reprendre l'entreprise familiale, par exemple. Si on remonte à des états, à des âges un petit peu plus reculés, on va dire, il y avait besoin que, on va dire, dans le village, il y ait davantage d'hommes que de femmes pour le cas où on rentre en conflit avec le village d'à côté. Donc dans un cas, on va dire, de guerre ou de confrontation, il fallait davantage de muscles, de yang, voilà, d'hommes. Donc ça aussi, c'est une programmation de l'aîné dans la fratrie qui va conditionner en fait sa façon d'évoluer dans la vie. Il va être chargé d'une forme de responsabilité. Donc souvent, on l'associe à un profil de guerrier. Le deuxième dans la fratrie, déjà il arrive en second. Donc dans sa programmation, il ne sera pas le premier. Il ne sera jamais le premier. Donc un second qui est chef d'entreprise par exemple, alors je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais la question est de savoir si, en toute honnêteté, si ce second de la fratrie est chef d'entreprise, comment est-ce qu'il le vit? Est-ce que vraiment il est pleinement à sa place, justement? Donc ce deuxième enfant de la famille, si le premier a créé la famille, le deuxième, il lui donne une forme d'assise. En quelque part, il lui donne une forme de structure. Et justement, ce mot structure est intéressant puisque les deuxièmes de la famille peuvent souvent, on va dire, avoir une sensibilité telle qu'ils peuvent développer plus facilement des déséquilibres d'un point de vue physique, donc certaines maladies, avoir comme leur structure qui est un petit peu plus fragile, mais qui va dépendre justement de l'équilibre familial. Donc c'est intéressant de voir comment on est complètement en lien avec la façon dont notre famille peut se comporter, se maintenir dans le temps, dans telle ou telle, j'allais dire, émotion. Si c'est un père et une mère qui sont vraiment dans l'amour, dans la bienveillance l'un envers l'autre, eh bien ça peut permettre de renforcer la structure de ce second et de renforcer la confiance en soi du premier, par exemple.
Le troisième enfant, lui, il va, on va dire, stabiliser la famille. Donc c'est pareil, lui, on va dire qu'il n'aura jamais le rôle, il n'a pas le rôle du premier, il n'a pas le rôle d'un aîné, c'est pas un guerrier, c'est pas non plus quelqu'un qui va structurer la famille, et c'est quelqu'un qui, dans sa construction, va avoir eu moins ses parents sur le dos, on va dire. Parce que les parents, ils en ont eu un, ils en ont eu deux, bon, pour le troisième, souvent, ils ont tendance à être plus souples et à lâcher la bride. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui va jouer dans notre programmation inconsciente. Le quatrième enfant va reprendre la lignée du premier, c'est-à-dire le côté un peu guerrier, le côté responsable, le côté potentiellement chef d'entreprise. Le cinquième va reprendre le comportement du deuxième, le sixième du troisième, et pareil pour la ligne d'en dessous du carré magique. Le septième va avoir la même programmation qu'un aîné, le huitième qu'un deuxième, et le neuvième qu'un troisième. Donc c'est intéressant de voir ces préconditionnements, ces choses qu'on n'a pas choisies, mais qui se disent à travers nous, puisqu'elles se sont construites de façon ancestrale, au travers de l'évolution, je dirais, des sociétés. Donc c'est intéressant aussi de voir que dans ces préconditionnements, le premier de la famille, on va prendre cet exemple-là, peut reprendre aussi des mémoires du père ou de la mère en fonction de si le père et la mère est premier ou première de sa famille, ou alors des grands-parents ou des arrière-grands-parents, tout ça. Donc c'est intéressant de voir que ça peut remonter dans l'arbre généalogique et venir renforcer ce sentiment d'avoir besoin de prendre des responsabilités ou d'être au contraire quelqu'un de très structuré dans la famille, etc. etc. Donc ça, ce sont les préconditionnements qui ont une influence absolument non négligeable. Pour vous donner une image, et c'est une image que j'aime bien donner quand on est dans le cœur du sujet avec les personnes qui viennent me consulter, c'est l'image du royaume. Alors, je pars du principe que prendre sa place, quand il est question de prendre sa place, il est question d'occuper un espace. Et en fait, cet espace, on peut le considérer en premier lieu comme étant celui de notre corps. Mais il y a aussi notre biochamp, notre champ énergétique. Mais aussi la place dans le couple, la place dans la société, etc., etc. Donc pour moi, en fait, cet espace qu'il est bien occupé, j'aime l'appeler mon temple, mais aussi mon royaume. Et à partir du moment où il y a un royaume, alors il doit être commandé, dirigé par un roi ou une reine. Et pour moi, prendre sa place, c'est ça, c'est considérer que je suis le roi dans mon royaume. Donc je suis le roi dans mon corps, je suis le roi dans mon champ énergétique, mais je suis aussi le roi dans mes relations avec l'extérieur et avec les autres. Donc ça veut dire quoi être le roi ? En fait, il y a un royaume, il y a un roi, donc il y a des règles, donc il y a des limites, donc il y a des choses qu'on accepte et des choses qu'on n'accepte pas. Et être le roi du royaume, c'est justement être celui qui a posé des règles et qui dit que chez moi, ce type de comportement, ce type d'énergie, je les accepte, et ce type de comportement, ce type d'énergie, je ne les accepte pas. Donc c'est vraiment une façon de venir chercher en quelque part notre autorité. Alors l'idée n'est pas de prendre le dessus sur l'autre, l'idée n'est pas d'attaquer, l'idée est juste d'être clair avec le fait que je ne suis pas en adéquation avec tel type d'énergie, avec tel type d'intention, avec tel type de comportement. Donc en fait il y a les gardiens du royaume justement qui sont en mesure de ne pas laisser passer ce type d'énergie et ce comportement. Donc ce que je trouve très intéressant au travers de cette vision, c'est de comprendre que chacun vit au travers de son propre prisme, à sa propre façon d'appréhender la vie, à ses propres perceptions, puisque c'est dû à ses mémoires, c'est dû à son vécu, c'est dû à ce qui s'est dit dans son arbre généalogique, mais aussi à ce qui transparaît aujourd'hui encore de ses vies passées. Donc c'est vraiment un prisme qui est personnel à chacun des individus. Et à partir du moment où on fait le point sur nos valeurs et qu'on comprend que l'autre
ne nous voit qu'au travers de son prisme, eh bien ça nous permet déjà de se détacher un petit peu du tableau, d'avoir moins d'implications émotionnelles et donc d'avoir davantage de capacité à du discernement et à de la lucidité et à poser ses règles sans se dire qu'on cherche à nuire à l'autre, sans chercher, mais plutôt en partant du principe que le fait de dire un non à l'autre, un non à l'extérieur, c'est se dire oui à soi, se dire oui à ses propres valeurs. Et pour moi, prendre sa place, eh bien c'est vraiment ça. C'est quelque chose qui personnellement m'a beaucoup aidé. Ça a vraiment été de comprendre que chacun ne voit qu'au travers de ses filtres. À partir du moment où chacun ne voit qu'au travers de ses filtres, à partir du moment où on comprend que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, quoi qu'on soit, qui qu'on soit, quel que soit notre comportement, nos pensées, nos émotions, quelle que soit notre vibration, il y aura toujours un panel de réactions de l'extérieur qui n'est pas hyper large. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont nous aimer. Il y a des gens qui vont ne pas nous aimer. Et il y a des gens qui vont s'en foutre complètement. Donc à partir de là, on comprend bien que quoi qu'on fasse, il est absolument impossible de pouvoir correspondre à tout le monde. Donc ça nous permet de souffler un peu et de se dire, bon, étant donné qu'il y a quelque chose en moi qui cherche à plaire à l'extérieur, et que je ne peux pas plaire à l'extérieur de toute façon, de façon unanime, eh bien je vais au moins faire en sorte d'agir au travers de mes valeurs. Ça pour moi c'est un pôle qui est vraiment très important. Puisque lorsqu'on est adulte, on peut être empreint de mémoire, on peut avoir mis en place des schémas, mais à partir du moment où on les voit, on peut avoir une action dessus. On peut comprendre que, par exemple, si j'ai tel comportement parce que je cherche à plaire à telle personne, je peux comprendre que c'est un schéma qui a été mis en place par un petit Jocelyn, par exemple, Jocelyn lorsqu'il était enfant, puisqu'il cherchait à plaire à papa et maman pour se sentir le moins possible dans l'insécurité. Donc maintenant que je suis adulte et que je comprends qu'à l'intérieur de moi, il peut y avoir une part de moi comme un petit Jocelyn qui pourrait se sentir insécure, dans son histoire, je peux rentrer en relation avec ce petit Jocelyn et ce jeune Jocelyn et lui dire que voilà, maintenant, moi je suis adulte et qu'il n'a plus à se charger de cette part de responsabilité, de ne plus chercher à correspondre aux attentes des parents. Il peut être libre d'être qui il est, puisque moi, maintenant que je suis adulte, j'ai tout à fait la capacité de prendre en charge cette responsabilité. Donc j'exprime qui je suis, je prends ma place parce que j'ai pu définir mes valeurs et cet espace d'insécurité qui souvent est un enfant intérieur qui a été blessé, qui est dans la peur, qui a eu la blessure d'abandon, de rejet, d'injustice, de trahison, d'humiliation qu'on connaît bien. Merci Alice Bourbeau d'ailleurs d'avoir clarifié ce point parce que c'est intéressant, même s'il y en a une ou deux autres qui ont été rajoutées, je trouve que ça pose une base vraiment très intéressante. Mais à partir du moment où on voit ce schéma et qu'on est adulte, vraiment on peut prendre des moments avec notre enfant intérieur et puis le décharger de ce poids-là et pouvoir le rassurer de telle manière à ce qu'il ne soit plus maintenu dans cette peur. Ça, c'est vraiment un rôle qu'on peut faire. On peut le faire aussi en étant accompagné par un thérapeute. Sinon, on peut le faire un petit peu tous les jours en prenant une photo de nous quand on était enfant, la poser sur le siège en face et puis se mettre en lien avec cet enfant intérieur et puis le rassurer de notre espace d'adulte aimant, bienveillant, qui est en capacité maintenant d'être responsable de lui-même. Alors responsable, moi je l'entends davantage dans son approche anglophone, puisque en anglais, responsible, ça veut dire être capable d'accéder à nos ressources, être capable de trouver nos propres réponses. Et c'est vrai que quand on est adulte, eh bien, on a grandi, on a mûri, on a davantage de cordes à notre arc, et donc on a plus la capacité et la responsabilité
Donc on peut délester notre enfant intérieur et prendre cette responsabilité-là. Prendre sa place, ça peut être aussi le fait de laisser la place à l'autre, de ne pas chercher à prendre une place qui pourrait ne pas nous convenir. En fait, ce type de comportement peut avoir plein de causes, on va dire. Mais il y en a un qui me vient là, c'est vraiment celui de la comparaison et de la compétition. C'est vrai que au travers de nos années à l'école maternelle, ça commence même déjà à l'école maternelle, même potentiellement dans le foyer familial, mais à l'école maternelle, je dirais que c'est bien accentué, où lorsqu'on a un bon comportement, on va avoir un bon point. Au bout de 3 bons points, on va avoir une image. Au bout de plusieurs images, bon, je ne sais pas. Mais voilà, on est récompensé à partir du moment où on a un comportement qui est attendu par l'extérieur. Donc, eh bien, on grandit au travers de ce conditionnement-là, qui se renforce de plus en plus, d'ailleurs, au fur et à mesure des années. Et puis, étant donné que nous sommes dans une période d'élévation de conscience, on s'aperçoit davantage qu'on se sent à l'étroit dans un espace qui est très, très conditionné. Donc, je pense que ce qui est vraiment important, c'est pour occuper sa place pleinement, ça peut être justement d'essayer de voir ce comportement, d'essayer de voir qu'on a tel comportement puisque on a été conditionné à avoir une reconnaissance extérieure basée sur le bon comportement à avoir. Donc je dirais en quelque part que prendre sa place pleinement, incarner qui on est pleinement, puisqu'on est tous différents, on a tous des sensibilités différentes, on a tous des humeurs différentes, on a tous des envies différentes, ça peut être justement de se couper de cette notion d'être attaché à une forme de reconnaissance extérieure. Donc je dirais que c'est en quelque part accepter qui l'on est et donc se valider soi-même. Alors, je fais un peu des sauts de puce, mais j'aime bien faire aussi en fonction du moment. Et ça m'amène à penser aux personnes que je rencontre au cabinet. Donc je rencontre des particuliers, mais j'accompagne aussi pas mal de thérapeutes. Et chez les thérapeutes, il y a beaucoup ça, surtout on va dire en début de parcours. Il y a comme une difficulté à se sentir légitime et il y a comme quelque chose qui est fortement posé sur une validation extérieure. Puisqu'ils ont suivi, on a suivi un cursus dans une école qui nous a appris une technique, qui nous a proposé un examen où on devait montrer ce qu'on savait faire et qui devait le valider ou pas. Et donc, en quelque part, ce n'est pas quelque chose qui nous a aidé à nous valider nous-mêmes. Donc, je rencontre vraiment énormément auprès des thérapeutes cette difficulté à se valider dans sa pratique. Comme quelqu'un qui a fini le cursus, a été validé par l'école, a ouvert son cabinet et se demande encore si c'est bel et bien à sa place. Donc, parce qu'il y a comme un besoin de reconnaissance qui est inassouvi. Donc forcément, ça a pris naissance quand on était enfant, ça s'est renforcé par l'école, par cette histoire de bons points, d'image, de bon comportement, et puis là on se retrouve adulte, on prend une voie qui nous parle, celle de l'accompagnement, parce qu'on a envie d'être dans la bienveillance, dans l'accueil, et puis d'aider les personnes, sachant que quand on aide quelqu'un, on s'aide soi-même, mais on est encore confronté à cette difficulté à se sentir pleinement légitime. Et en fait, ce qu'il y a dans le fond, c'est le fait de se valider complètement soi-même. Donc valider ce cursus et venir renforcer en fait, le fait que si on est là, la vie nous a donné raison, la vie ne nous a pas amené là par hasard. Si on y est, c'est bien qu'on est bien à notre place et on n'a pas à mériter notre place. On n'a pas à demander à l'extérieur de venir nous valider. À partir du moment où on fait les choses avec cœur, parce que ça nous procure de la joie, parce que ça nous fait vibrer, parce que ça a vraiment du sens, alors je pense qu'il est bien de se couper de l'attachement à avoir une reconnaissance de l'extérieur et même à un résultat, puisque c'est quelque chose qui pour moi vient entraver en fait la relation thérapeutique.
c'est une petite aparté, mais c'est vraiment dans ma conviction que lorsqu'on accompagne une personne, lorsqu'on fait un soin, si on s'attache absolument à ce que un résultat soit obtenu, alors dans ce cas-là, il y a comme une force qui vient obstruer ce canal de lumière au travers duquel, en fait, l'énergie de l'univers, l'énergie de la guérison, je ne sais pas comment on peut l'appeler, peut se dire. Il y a comme une force de la personnalité qui cherche absolument à contrôler quelque chose. Et le contrôle, c'est pas du lâcher-prise, c'est pas de la fluidité, et donc ce n'est pas quelque chose qui pour moi favorise vraiment la guérison. Donc c'est vraiment un chemin, je dirais, d'humilité, c'est-à-dire d'accepter qu'on soit à sa place à cet endroit, et en même temps accepter que ce n'est pas nous qui fait, ce n'est pas nous qui faisons, c'est l'univers qui a coordonné cette scène de théâtre où une personne vient nous voir, où nous, on a répondu à l'appel, et donc on crée cet espace où des énergies qui sont plus grandes que nous viennent se dire, s'exprimer. Mais si on y ajoute du contrôle, on y rajoute de la résistance, on y rajoute un frein, on obstrue le passage et donc on altère la qualité du soin et de l'accompagnement. Ça, comme je vous le disais au début de la vidéo, c'est vraiment mon prisme. Je ne dis absolument pas que c'est une vérité universelle, mais c'est ce que j'ai constaté au fur et à mesure des années de mes pratiques. Plus je lâche et plus je m'aperçois qu'il y a vraiment quelque chose qui nous dépasse et qui peut se dire, qui peut s'exprimer et qui est vraiment de l'ordre de la guérison. Donc pour moi, il y a vraiment des clés d'un point de vue énergétique et psycho-énergétique et psycho-émotionnel. Ce sont des choses que j'abordais avec la kinésiologie, la bioénergie, etc. Et il y a quelques années, j'ai découvert le Voice Dialogue. Et le Voice Dialogue, j'ai trouvé cette démarche vraiment très intéressante puisque je trouve qu'elle est claire sur la façon dont elle fonctionne. Dont la personnalité fonctionne. Le Voice Dialogue, ça s'appelle la psychologie des copersonnalités. Et c'est une grille de lecture qui permet de comprendre que la personnalité est constituée de plein de facettes différentes. Donc, un petit peu avant, je vous parlais d'un enfant intérieur et d'un adulte responsable. Eh bien, ce sont deux de nos copersonnalités. On peut avoir aussi, d'ailleurs on a tous une copersonnalité qui est un ami, enfin qui est quelqu'un qu'on côtoie beaucoup, je crois, que tout le monde se reconnaîtra, c'est un critique. Le critique intérieur, c'est vraiment une part de nous qui a tendance à clairement nous couper l'herbe sous le pied, à nous dire qu'on ne peut pas, qu'on ne mérite pas, qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas assez bien, etc., etc., etc. Donc c'est intéressant de voir que dans ces copersonnalités, eh bien, il va y avoir comme des facettes de nous qui vont représenter les 3, 4 ou 5 facettes qui vont s'exprimer le plus souvent dans notre quotidien, mais qu'il y a des contreparties qui sont, elles, complètement refoulées, c'est-à-dire qu'on n'autorise pas à s'exprimer, voire même inconscientes, tellement on ne les a jamais contactées. Et ce mode de fonctionnement-là est très intéressant, puisqu'il s'est construit quand on était vraiment très jeune. L'idée, c'est qu'on est basé sur un système de survie, sur un système reptilien. Donc, on arrive dans un environnement, le plus important pour nous, dans un premier temps, ça va être de survivre. Comme on arrive dans la famille à la naissance, on est complètement vulnérable parce que pas autonome, on dépend donc du père et de la mère. Donc, lorsqu'on a tel ou tel comportement et qu'on ressent chez le père ou chez la mère une forme de colère ou une énergie qui a tendance à nous faire ressentir de l'insécurité, eh bien petit à petit, on va façonner notre façon d'interagir avec eux et donc on va construire des schémas relationnels. Et à l'âge adulte, on arrive en ayant un critique intérieur qui est très présent, un enfant blessé qu'on laisse peu s'exprimer mais qui a aussi tendance à colorer beaucoup notre réalité et donc qui vient nous chercher dans notre difficulté à prendre pleinement notre place. Parce que si on a un critique qui nous dit toujours « tu ne mérites pas, tu n'y arriveras pas, tu ne seras pas à la hauteur, ce que tu as dit là ne convenait pas, ce que tu es là ne convient pas, regarde l'autre comment il est bien mieux que toi », ça devient vraiment difficile de prendre sa place. Donc par le Voice Dialogue et par cette approche
des copersonnalités, on peut connecter des espaces en nous qui viennent polariser en fait des énergies qui ne sont pas vraiment aidantes sur notre chemin, puisqu'elles nous freinent, comme le critique intérieur. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme énergie qui vient contrebalancer le critique intérieur? Eh bien, justement, ça peut être une de nos copersonnalités qui est très sûre d'elle, et qui voire même est détachée en fait, d'un besoin de reconnaissance de l'extérieur. Donc c'est à expérimenter et c'est vraiment très 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 intéressant de faire ça puisque en passant par l'expérience, on contacte ces copersonnalités, ces énergies, on les ressent, on accède à leur connaissance, à leur savoir, à leur suggestion, à leur regard et l'espace de quelques minutes, on comprend qu'en fait ce critique intérieur c'est une part de nous mais ce n'est pas nous. Donc ça permet vraiment de se dépersonnaliser en quelque part, de se désidentifier de ces parts de nous qui ont tendance à se dire le plus souvent. Et dans la désidentification, j'ai envie de faire un clin d'œil à Eckhart Tolle, qui parle justement beaucoup de désidentification de l'ego. Eh bien, le voice dialogue est une pratique qui est absolument passionnante, puisqu'elle permet justement cette désidentification à certaines de nos copersonnalités. Donc le point sur lequel j'aimerais insister, mettre l'accent, mettre de la lumière et maintenant orienter en fait votre regard dans le cadre d'une forme de psychologie positive, c'est que je pense vraiment avec beaucoup de force, puisque je l'ai expérimenté moi-même et que d'autres l'ont expérimenté, en fait il n'y a pas de fatalité. C'est pas parce qu'on n'a pas confiance en soi, c'est pas parce qu'on a été abusé, c'est pas parce qu'on est le dernier de la famille, de la fratrie avec les conditionnements que je vous expliquais. C'est pas parce qu'on a l'impression d'être arrivé dans cette incarnation avec des cartes qui ne sont pas les meilleures qu'on ne peut pas réussir à rayonner pleinement qui l'on est. Ça, je crois que c'est vraiment une croyance qu'il est important d'effacer puisque ce n'est qu'une croyance. Et en fait, ces croyances-là ont tendance à façonner notre réalité. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler dessus. Et une croyance, c'est important de comprendre que c'est en fait un schéma mental qui est accompagné d'une réaction émotionnelle. Et là, je dirais que la kinésiologie est un outil, une pratique qui convient vraiment très bien pour aider à changer justement ces croyances, à s'alléger de ces charges émotionnelles et à nous aider à changer de paradigme, à modifier notre perception à la fois du passé et par voie de conséquence de notre présent. Donc pour moi, il n'existe pas de difficulté sans solution. D'ailleurs, je crois que c'est Einstein qui disait ça. Il disait un problème sans solution, ce n'est pas un problème. Et pour moi, on est vraiment dans cette idée-là. En plus, je trouve qu'on vit une époque qui est absolument formidable et qui vient nous chercher dans notre capacité à prendre notre place. Donc je dirais qu'il existe un panel absolument colossal de pratiques thérapeutiques qui sont là pour nous aider justement à nous libérer de ces chaînes, de ces croyances et de ces mémoires pour accéder pleinement à prendre notre place et à rayonner de qui l'on est. J'irai même plus loin, toutes ces approches thérapeutiques, je dirais qu'il y en a plein différentes. Et s'il y en a autant, c'est pas parce qu'il y en a une qui est mieux que l'autre, mais je dirais que chacune peut travailler sur des plans spécifiques. Et surtout, elles correspondent à des sensibilités différentes. Donc à voir que les choses sont bien faites, puisqu'on a tous des sensibilités différentes, et donc on va être plus facilement attiré ou par l'hypnose, ou par les constellations familiales, ou par la kinésiologie, ou par l'ostéopathie énergétique, par exemple. Donc on vit vraiment dans une époque où on s'aperçoit de schémas, de mécanismes, de freins, et on voit bien à l'extérieur en fait que l'univers nous propose des outils qui vont nous permettre de cheminer au travers de ça. Alors il y a un autre point sur lequel je voudrais parler de la façon dont on est aidé pour prendre sa place. Et encore une fois, l'univers ne fait pas tout pour nous, mais vraiment il nous tend des perches, il nous propose des solutions. Eh bien, c'est
et là je fais encore un saut de puce, c'est la micro-entreprise. La micro-entreprise, je trouve que c'est quelque chose quand même d'assez génial, puisque, en tout cas dans la société française, la micro-entreprise est possible. Donc quand on regarde les listes de métiers qui existent aujourd'hui, on découvre énormément de choses qui n'existaient pas il y a 10 ans ou 20 ans. Et en fait, ce qu'on voit au travers de ça, c'est que ce sont des personnes qui ont créé une auto-entreprise et qui se sont vraiment posé la question de quelles étaient leurs valeurs. C'est-à-dire, qu'est-ce qui les nourrissait lorsqu'elles se mettaient en marche dans tel ou tel contexte. Est-ce que ça me nourrit quand je suis dans l'accompagnement? Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que ça me procure de la joie? Est-ce que ça me procure de l'énergie lorsque je fais des interviews? Est-ce que ça me procure de l'énergie lorsque je construis des maisons? Lorsque je fais à manger? Lorsque je fais du service? Lorsque je fais n'importe quel que soit le métier? Quelles sont les valeurs qui sont nourries? Et on voit bien qu'il y a plein de personnes qui ont fait ce chemin-là, puisqu'elles proposent des services tout à fait extraordinaires, je trouve. Et donc, on a cette possibilité-là, justement, de passer d'un enfant intérieur, donc d'un petit Jocelyn dans sa famille, qui avait tel ou tel droit, et qui maintenant qu'il est adulte, eh bien, il se retrouve dans un contexte où la société lui dit « Ok, si tel métier ne te plaît pas, tel métier ne te plaît pas, eh bien, tu peux créer une micro-entreprise en 2 temps 3 mouvements et tu peux proposer au monde vraiment les choses qui te sont chères. » Et ça, je trouve que c'est un cadeau de l'univers. Donc c'est à nous de faire éventuellement ce chemin, de se poser la question, en fait, quel trésor je suis et comment je peux le proposer au monde pour laisser toute cette lumière qui est la mienne, qui est moi, qui est mon soi supérieur. Comment je peux proposer cette lumière au monde pour éclairer le monde, pour rayonner le monde et pour qu'en retour, je puisse me sentir nourri. Et là, on est vraiment dans un échange énergétique tout à fait optimal. Donc, briller, laisser sa lumière rayonner, moi ça m'amène tout de suite l'image du soleil. Et le soleil, c'est la couleur jaune, donc c'est la couleur du plexus solaire. Et le plexus solaire, c'est vraiment la place dans la société. L'homme adulte, c'est le j'ose être, j'ose entreprendre, j'ose dire, j'ose m'exprimer, j'ose choisir la direction dans ma vie. J'ose prendre ma place dans ma famille, etc., etc. Donc le soleil, le plexus solaire, c'est vraiment très important. Et je pense que c'est une énergie pour laquelle nous pouvons bénéficier d'un appui, puisque le chakra du plexus solaire, le 3e chakra, c'est le chakra qui, au niveau de la planète, se situe au niveau de la France. Donc on voit bien que la France a quelque chose d'un point de vue énergétique qui inspire le monde fort probablement dans sa capacité à oser et entreprendre. Donc on est tous challengés là-dessus puisque c'est une thématique. Et si c'est une thématique, c'est que ça nous fait voir tout ce qu'il y a à passer et à dépasser pour y accéder pleinement. Donc je nous souhaite à tous vraiment de rayonner de ce soleil, de prendre notre place, d'accéder à notre estime de soi, de rendre à l'autre la façon dont il peut nous voir, parce que ça ne nous appartient pas, et limite ça nous encombrerait, d'être le roi et la reine de ce royaume, et puis de prendre une feuille et un stylo et de définir quelles sont mes valeurs et qu'est-ce que j'accepte qui rentre chez moi, ou qu'est-ce que je n'accepte pas qui rentre chez moi. C'est un petit peu comme dans votre appartement. J'imagine que quelqu'un qui arriverait avec les bottes pleines de boue, vous lui demanderiez de les laisser à la porte. Eh bien, dans nos schémas, dans nos interactions avec le monde extérieur, c'est absolument pareil. Telle énergie, je ne l'accepte pas, donc ça reste là. Il y a des gardiens qui s'en chargent. Moi, je reste le roi et la reine, ou la reine, de mon royaume, et je sais quelles sont mes valeurs, et je sais ce que je vais vivre. Et en quelque part, je l'affirme,
et je le réaffirme à chaque pas de mon quotidien. Voilà, je vous propose donc de me retrouver dans l'atelier qui complémente cette vidéo, où je vous donnerai des clés, des exercices, davantage énergétiques, psycho-énergétiques, pour venir renforcer cet élan dans lequel probablement vous êtes, à prendre votre place et à rayonner complètement de votre lumière. Je vous remercie vraiment du fond du cœur de m'avoir écouté. Je serai ravi de vos retours sur cette vidéo. Je serai ravi aussi de vous accueillir dans le cadre de l'atelier, mais aussi en cabinet ou dans les séances à distance. Si vous avez envie d'un accompagnement ou d'une séance, ce sera avec plaisir. J'organise aussi des stages, des ateliers, donc je vous invite à aller faire un tour sur le site internet Institut français l'énergétique. C'est le site internet de l'Institut français de l'énergétique que j'ai fondé, dans lequel je propose des stages sur le clair ressenti, sur l'intuition, les perceptions subtiles, de telle manière à en fait nous permettre d'accéder à notre propre guidance pour développer notre capacité à poser des choix, parce que le troisième chakra c'est aussi les choix. Prendre sa place c'est aussi prendre des décisions et poser des choix. Donc voilà, tout ce cheminement que je propose, c'est vraiment faire en sorte pour déblayer un maximum de choses pour qu'on puisse poser des choix basés sur notre propre nature et vivre le soleil au quotidien, vivre le trésor que l'on est au monde au quotidien et rayonner pleinement de notre lumière. Voilà, donc je remercie à nouveau Anas Andrea et le Sommet de la Conscience et toute l'équipe. Et je remercie aussi tous les participants et je vous remercie, vous bien entendu, du fond du cœur de m'avoir écouté, de m'avoir suivi et j'espère vous croiser, vous rencontrer très bientôt. Merci à tous, au revoir.